Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nous allons parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une agence de l'ONU créée en 1948. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. L'OMS, ça ne va plus du tout. Il y a trop d'obscurantisme, trop d'intérêts financiers, trop d'enjeux, de lobby autour d'elle, et il faut donc changer le plus vite possible, radicalement les choses, si nous souhaitons progresser. Alors, on parle beaucoup de l'OMS parce qu'elle est sous le feu des critiques. Et surtout depuis que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il suspendait le financement américain de l'agence de l'ONU, accusant l'OMS, je cite, de s'être vraiment planté, l'accusant également d'être sous influence chinoise. Alors c'est vrai que sur la gestion du coronavirus, l'OMS, globalement, s'est planté et a beaucoup tardé. Ainsi, ça n'est que le 24 janvier de cette année que l'OMS a reconnu la transmission interhumaine du coronavirus. C'est fort tard. C'est-à-dire la transmission possible entre deux êtres humains et non plus simplement un animal vers un être humain. Par ailleurs, ça n'est que le 30 janvier, je cite, que l'OMS a décrété l'urgence de santé publique mondiale. Là aussi, c'est très tard. Pire que cela, le lendemain, le 31 janvier, l'OMS s'opposait aux premières mesures de fermeture des frontières par rapport à la Chine, où l'épidémie était en train de flamber. Ainsi, l'OMS disait, je la cite, « Les restrictions au voyage et au commerce ne sont pas recommandées par l'agence ». Et ça n'est enfin que le 11 mars de cette année que l'OMS a décrété la pandémie mondiale. Là aussi, il a été reconnu que c'était fort tard. Alors, est-ce que l'OMS est sous influence chinoise? Quand on regarde les dires de son patron, le directeur général de l'OMS, on peut le penser, puisqu'il n'a eu de cesse, alors qu'il a critiqué certains pays, notamment les États-Unis qui ont fermé très tôt, début février, les frontières avec la Chine, il n'a eu de cesse d'encenser la gestion chinoise de la Chine. Ainsi, il a parlé de la réactivité chinoise à plusieurs reprises. Il a même parlé du formidable leadership de Xi Jinping, c'est-à-dire le président chinois. Par ailleurs, il a beaucoup valorisé donc l'action chinoise contre l'épidémie, mais aussi celle de Corée du Sud. Et c'est vrai qu'elle le mérite, elle a été très efficace. Mais il n'a jamais évoqué ce que faisait Taïwan contre l'épidémie, alors qu'on sait que Taïwan également a été extrêmement efficace. Mais comme il y a un lourd contentieux politique, vous le savez, entre Taïwan et la République populaire de Chine, l'OMS a montré dans quel camp elle se situait en refusant d'évoquer Taïwan. Alors, Donald Trump est-il le seul à parler d'une influence chinoise à l'OMS? Pas du tout. Il faut savoir que le Premier ministre japonais Taro Aso, par exemple, parle, lui, de manière ironique, quand il parle de l'OMS, il dit l'Organisation chinoise de la santé, ce qui montre qu'il pense la même chose là-dessus que Donald Trump. Alors, Donald Trump est-il un modèle? Je sais qu'il est très critiqué, notamment en France, dans sa gestion de l'épidémie. Comme beaucoup d'autres, il en a au départ trop plaisanté, il l'a trop minimisé, parlant de grosses grippes ou de grippettes. Ceci dit, beaucoup l'ont fait également en France, souvenons-nous, y compris parmi des éminences médicales ou politiques. Mais regardons les choses aujourd'hui. Il y a certes beaucoup de morts en nombre absolu aux États-Unis, mais il faut toujours rappeler que c'est parce qu'il y a aussi 330 millions d'habitants aux États-Unis, 5 fois plus qu'en France. Et quand on regarde le nombre de morts du coronavirus au regard de la population, on tombe sur des chiffres 3 fois inférieurs à ce qu'on a en France aujourd'hui, c'est-à-dire 80 morts par million d'habitants aux États-Unis contre 240 à peu près en France à l'heure actuelle. Donc je crois que nous ne sommes pas très bien placés pour lui faire la leçon. Par ailleurs, Trump, chaque soir, assume de faire une conférence de presse devant une foule de journalistes sur ce sujet-là, qu'il donne un droit de réponse aux journalistes, c'est-à-dire une possibilité de le réinterpeller après une réponse, ce qui n'existe absolument pas en France. Donc je crois qu'au niveau de la transparence de l'action publique, il y a également plus de leçons à prendre là-bas qu'à en donner ici. Mais réintéressons-nous à l'OMS. Regardons cette affaire de l'influence chinoise à travers la figure de son patron, le directeur général, qui est un Éthiopien. Alors on va citer son nom au complet, Tedros Adhanom Ghebreyesus. On va l'appeler Tedros, comme souvent dans les articles de presse, on l'appelle Tedros, ce sera quand même plus simple. Il a été élu en mai 2017 à la tête de l'OMS par les pays très largement, puisqu'il a eu 133 voix sur 186. Il a reçu un soutien chinois indéniable, évident. Il y avait 3 candidats, il a été élu avec le soutien de la Chine, et puis il incarnait les pays du Sud de l'humanité, et donc ça l'a aidé évidemment également dans cette élection. Sachez qu'il succédait à une chinoise déjà qui s'appelait Margaret Chan et qui avait été directrice générale de l'OMS entre 2007 et 2017. Alors lui-même, Tedros, l'Éthiopien, sachez que entre 2012 et 2016, il avait été ministre des Affaires étrangères dans son propre pays, l'Éthiopie, et qu'auparavant, pendant 7 ans, entre 2005 et 2012, il avait été ministre de la Santé en Éthiopie. Alors il a été accusé pendant cette période-là d'avoir caché au moins 3 épidémies de choléra.
il faut le savoir. Lui remet en cause ces accusations, mais ce sont des choses que vous retrouvez régulièrement dans la bouche de certains spécialistes. Tout de suite, il avait fait polémique, puisque dès sa nomination en 2017 à la tête de l'OMS, il avait voulu nommer Robert Mugabe, qui a une triste réputation dans son pays, le Zimbabwe, notamment accusé d'avoir réprimé dans le sang, avec des centaines de morts, des manifestations dans son pays, d'avoir mis son pays à genoux, et notamment le système hospitalier. Il avait tenté de le nommer, je cite, « ambassadeur de bonne volonté de l'OMS en Afrique ». Devant le tollé international, il avait dû reculer, assez tardivement d'ailleurs, sur cette nomination. Sachez que Mugabe et les Zimbabwe ont également, et ceci expliquant probablement cela, ont également de très bonnes relations avec la Chine. Donc on voit bien l'importance. Alors c'est vrai que la Chine considère que l'Éthiopie, c'est une porte d'entrée très importante en Afrique. Ainsi, pendant toute l'épidémie, jamais la compagnie nationale, c'est-à-dire Ethiopian Airlines, n'a suspendu ses 35 vols quotidiens depuis 5 destinations chinoises, malgré la pression populaire en Éthiopie pour le faire. Je crois que c'est quand même un signe. Il faut savoir que depuis l'an 2000, l'Éthiopie a déjà reçu 12 milliards de dollars de prêts chinois et en demande encore. Par ailleurs, la Chine a annoncé le 16 avril l'envoi d'équipes médicales chinoises dans 3 pays dans le monde, l'Arabie Saoudite, le Burkina Faso et l'Éthiopie. Donc on voit bien qu'il y a des relations extrêmement proches, qui s'expliquent notamment par le fait que l'Éthiopie est très volontariste pour participer à ce projet mondial chinois qui s'appelle les nouvelles routes de la soie. Vous savez, une série d'infrastructures portuaires, de routes, de gares, etc., que de ports, que la Chine essaie de bâtir dans le monde entier pour diffuser ses produits, son commerce international dans le monde. Et elle a tendance, dans cette crise, à aider en particulier les pays qui sont très en avant pour accueillir ces nouvelles routes de la soie sur leur sol, ce qui est le cas de l'Éthiopie depuis de nombreuses années. D'où l'accusation d'influence chinoise. Je crois qu'elle est, de ce point de vue, parfaitement évidente, ce qui explique le scandale du fait que l'OMS semble avoir tardé pour, en réalité, dans cette épidémie de coronavirus, ne pas donner tort à la Chine. Reconnaître en permanence de formidables actions chinoises, qui sont pourtant très discutables, puisque vous avez vu que la Chine aujourd'hui est sommée de faire la transparence sur ce qui s'est passé, et vient subitement de rajouter 1600 morts supplémentaires à Wuhan par rapport à ce qu'elle annonçait. Mais aujourd'hui, la transparence aussi bien sur l'origine du virus que sur le nombre de morts réels, nombre de malades, etc., n'est pas faite, et beaucoup d'accusations existent concernant la Chine, pas simplement venant de Donald Trump. Or, l'OMS n'en a jamais parlé et au contraire a été très zélé dans ses louanges vis-à-vis de la Chine. Pour les raisons que je vous ai expliquées, qui tiennent à cette proximité avec le directeur général et ces liens entre l'Éthiopie et la Chine qui me semblent évidents. Mais est-ce le seul problème de l'OMS? Dans l'OMS, en réalité, depuis des années, est victime d'une véritable dérive, notamment de la part de ses financeurs. Il faut savoir qu'il y a eu un scandale en 2010 concernant l'OMS, sur un rapport sur les maladies négligées. Alors pour vous replonger là-dedans, cela signifie les maladies négligées, ce sont les maladies qui existent surtout dans le tiers-monde et sur lesquelles l'industrie pharmaceutique investit peu parce qu'en fait, tout ça est malheureux, mais elles ne touchent pas les populations riches, des pays riches, et elles n'ont pas beaucoup de publicité dans les médias mondiaux et donc on n'en parle pas beaucoup. Et certains experts de l'OMS s'en étaient émus et s'y étaient intéressés et avaient travaillé sur un rapport sur ces maladies négligées pour améliorer les choses et pour forcer les grands laboratoires pharmaceutiques à y travailler. Alors, sachez que le 18 décembre 2009 avait fuité un pré-rapport, ce pré-rapport sur les maladies négligées par les grands laboratoires pharmaceutiques, et ce rapport avait fuité via le Wikileaks. Et dans ce pré-rapport du 18 décembre 2009, donc qui n'est pas encore le rapport officiel, on avait retrouvé en annexe un email de l'IFPMA, qui est la Fédération internationale des fabricants de médicaments, qui regroupe beaucoup de laboratoires pharmaceutiques du monde entier, et qui contestait une grande partie du rapport, qui était du pré-rapport en tout cas, notamment sur une proposition brésilienne de taxer les laboratoires pharmaceutiques et sur une volonté de mieux démocratiser les droits de propriété du médicament, qui relève aujourd'hui de brevets pour 20 ans, ce qui fige dans certains pays la possibilité d'acquérir des médicaments indispensables aux populations. Et le scandale ne vient pas de ce mail, mais il vient du fait qu'un mois plus tard, quand l'OMS publie son vrai rapport, et non plus le pré-rapport qui avait fuité sur Wikileaks, quand la publication officielle a lieu, nous passons d'un pré-rapport qui faisait 111 pages à un petit rapport de synthèse qui fait 19 pages, dans lesquelles sont évacuées toutes
toutes les propositions qui avaient été critiquées par l'IFPMA, notamment la proposition brésilienne de taxation des laboratoires pharmaceutiques et notamment cette grande réforme de démocratisation des droits de propriété du médicament. Donc évidemment, grand scandale, l'OMS est accusée d'être dans les griffes des lobbies du laboratoire pharmaceutique. Regardons ce qu'il en est du point de vue de ses financements. Il faut savoir que dans les années 70, 80% du financement de l'OMS provenait des États directement et 20% de donations privées. Aujourd'hui, le rapport est totalement inversé. Il n'y a plus que 20% de son budget qui vient des États et 80% de donations privées. Ce sont des grands laboratoires notamment qui financent l'OMS, ce qui crée des liens d'intérêt, voire des conflits d'intérêt insupportables, problématiques. Et notamment un gros financeur, le premier aujourd'hui, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Bill Gates. Alors aujourd'hui, son budget est de 4,4 milliards de dollars. Et même, à l'époque, la directrice générale chinoise de l'OMS avait dû reconnaître le 6 décembre 2012, je la cite, que l'argent dicte ce qui est accompli par l'OMS. Ce qui est un aveu terrible de lien d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout cela? Eh bien, je crois qu'il faut dépoussiérer complètement ces institutions internationales qui ont gravement dérivé. Notamment, il faut cesser ces liens d'intérêt, ces conflits d'intérêt possibles par une réforme profonde du financement, une réforme absolument radicale de la gouvernance. Parce que si nous continuons avec ces liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, c'est comme si vous voulez, le Conseil de sécurité de l'ONU était financé par l'industrie de l'armement. Ça n'irait pas, ça poserait de vrais problèmes. On ne peut pas continuer comme cela. Donc il faut une transparence totale. Il faut rompre ces liens d'intérêt et donc les possibles conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou les grandes fondations privées. Par ailleurs, il faut que dans nos pays et dans notre pays, la France, nous redéveloppions une expertise nationale solide. Pourquoi? Parce que nous avons eu trop tendance, comme beaucoup d'autres pays, à nous reposer sur les recommandations de l'OMS. Ainsi, par exemple, la France, tardivement, fin janvier 2020, a reconnu officiellement la possibilité de transmission interhumaine du Covid-19. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, l'OMS elle-même avait tardé. Elle ne l'a fait que le 24 janvier 2020. Et donc la France s'est calée sur l'OMS, alors que sa propre expertise, sa propre recherche, son propre système national aurait dû lui permettre d'aller plus vite dans l'expertise de cette maladie. Par ailleurs, il ne fallait pas écouter les recommandations de l'OMS sur la non-fermeture des frontières qui ont été faites, je vous le rappelle, le 31 janvier. Il fallait fermer les frontières. Donc on voit bien le problème de ces agences, de cette agence en particulier, et d'une réforme radicale qui doit être faite pour changer les choses dans le bon sens. Merci.